Señoras y señores, bienvenidos a esta sesión de la edición 2021 de la Literatura Hoy, organizada por la Biblioteca Luis Ángel Arango con autores africanos para posibilitar el intercambio entre los continentes africano y América Latino. Las escrituras postcoloniales africanas son testimonios creativos de trayectorias y de experiencias históricas que han configurado las identidades y definido el papel de las sociedades antiguamente colonizadas en un contexto global contemporáneo. Estas experiencias constituyen la base del florecimiento de producciones literarias que se proponen el deber de reexaminar el pasado, la urgencia de entender el presente y la necesidad de imaginar y de inventar nuevos futuros. Hoy tenemos como invitado el autor congoleño Nkoli Jean Bofan. ¿Quién es Jean Bofan? Nkoli Jean Bofan es un escritor congoleño. En 1996 publicó una obra de literatura infantil con el título de ¿Por qué el león todavía no es el rey de los animales? Pero su verdadero éxito vino con la publicación en 2008 de su novela Mathématique congolaise, con que ganó en 2009 le Grand Prix de la literature d'Afrique noire. En 2014 apareció Congo Inc., Le Testament de Bismarck, una obra sobre el nexo entre la violencia y la globalización. Con esta novela ganó el premio, el Grand Prix de Saint-Continent. En 2018 publicó su novela más reciente, La Belle de la Casa. En general, las novelas de Jean Bofan abordan una gama ancha de temas que incluyen la memoria, la violencia, la nación, la historia, la globalización, la juventud y el medio ambiente. Desde 1993 vive y trabaja en Bélgica. Bienvenue, Jean, à cette discussion. Je suis vraiment enchanté en fait de vous avoir et pour discuter avec vous en fait sur vos ouvrages. Jean, en fait, l'auteur allemand d'origine juive, Walter Benjamin, donne une vision assez tragique de l'histoire. C'est-à-dire, il regarde l'histoire comme une suite d'événements, une série de catastrophes qui ne cesse que d'amonceler ruine sur ruine. En lisant vos romans, on a l'impression que vous essayez en fait de raconter en fait avec les moyens littéraires l'histoire du Congo. Une histoire qui a des péripéties assez tragiques, qui est assez traumatique. Qu'est-ce que signifie pour vous, en fait, écrire sur le Congo et écrire à partir du Congo? Quand j'écris sur le Congo, c'est un pays où règne la mauvaise gouvernance, où règne le chaos institutionnalisé. Je dis bien chaos institutionnalisé parce que ce chaos profite à certains. Donc ce chaos doit demeurer. La gabegie financière, etc. Donc je vis dans la catastrophe. En vivant au Congo, on vit dans la catastrophe. Aujourd'hui, à mon âge, 66, presque 67, j'ai fui la guerre la première fois, j'avais 6 ans. Ouais, je suis d'abord né sous la colonisation, ce qui est déjà une période qui n'est pas évidente. Ben, je suis dans un pays qui était colonisé, puis l'indépendance en 1960, et c'est là que c'est la première fois que j'ai fui une guerre. Après, j'en ai fui d'autres. Elles sont nombreuses, nombreuses, nombreuses. Quand on lit un livre comme Congo, une histoire de David Van Reebok, c'est une espèce de chronique où il parle de l'histoire du Congo depuis Stanley jusqu'à aujourd'hui. La première édition qui était en néerlandais, la photo du type qui est sur la couverture a connu Stanley. Vous comprenez? Et donc, on vit une histoire, et quand vous voyez les événements qui sont déroulés depuis Stanley jusqu'à aujourd'hui, c'est inimaginable. Et moi-même, mon histoire personnelle, elle est imaginable. Parce que même moi-même, j'essaye de me la rappeler, mais parfois c'est très difficile. Non, je me la rappelle bien, mais c'est très difficile à encaisser, à intégrer ce qu'on a pu vivre. Ça dit, c'est une donne. Cette violence, pour moi, ce traumatisme permanent, parce qu'il est permanent, pour moi, c'est une donne. Ça fait partie de la vie d'un Congolais. Congo-INC, qu'est-ce que je voulais dire à Congo-INC? Pourquoi le titre de Congo-INC? Le titre de Congo-INC est venu très vite.
Le titre, normalement, c'est la prérogative de l'éditeur, à moins que l'auteur lui-même trouve un titre. Mais ce titre est venu tout seul. INC, pourquoi? Parce que en écrivant après peut-être un tiers de mon texte, je me suis dit, mais ce pays n'est pas un pays. Le Congo n'est pas un pays souverain. Moi, en tant que Congolais, j'ai intégré la donne que le Congo n'est pas un pays souverain. Le Congo est la première réserve mondiale des matières premières. Point. C'est un endroit où tout le monde doit venir piéger. C'est un endroit très particulier. On trouve tous les minéraux de la terre là-bas, en quantité astronomique. Le Congo, il ne faut pas creuser longtemps. Les mines, ce pas des mines, on creuse, on va loin. Pourtant, on a la mine la plus profonde du monde, qui est au Katanga, au Chaba, au Katanga. Il suffit de gratter la terre, frère. Il suffit de gratter la terre. Il suffit de gratter la terre, vous grattez la terre, vous avez des terres rares, vous avez de la cassitérite, vous avez du coltan. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On chasse les gens des terres pour pouvoir gratter cette terre. Et donc, le Congo, sans le Congo INC, c'est aussi la démonstration que sans le Congo, le monde ne serait même pas le monde que vous voyez aujourd'hui. Vous enlevez le Congo dans la carte du globe et le monde n'est plus ce monde qu'on vit aujourd'hui, n'est plus ce monde-là. Je commence avec la colonisation du Congo qui commence en 1885. 1885, c'est quoi? C'est l'ère industrielle, monsieur. Sans nous, il n'y a pas d'ère industrielle parce qu'il n'y a pas de caoutchouc. Le caoutchouc, c'est comme le coltan aujourd'hui. Le caoutchouc, il n'y en avait que là-bas, un peu à Manaus. Avant que les autres ne puissent planter les BA et récolter, allez, il fallait 7 ans. Donc Léopold II avait 7 ans d'avance sur tout le monde. Et les Allemands auraient gagné la guerre sans le Congo. Parce que les Allemands avaient déjà développé le caoutchouc synthétique en 1914. Ils auraient eu des camions pour transporter les troupes. Mais ici, les autres auraient fait la guerre à cheval, comme les Polonais en 1939. Après la guerre froide, la même chose. La deuxième guerre, elle termine avec la bombe d'Hiroshima. L'uranium vient du Congo. Guerre froide, elle était froide en Occident, mais elle était chaude en Afrique et en Amérique du Sud. Les Colombiens en savent quelque chose. Tous les pays d'Amérique du Sud, c'était le feu. Et en Afrique, le fer de lance de tous les coups d'État, toutes les opérations militaires, c'était en général fait par des Congolais. Sans écusson, sans rien, on envoie des Congolais. Parce que Mobutu, on l'appelait le gendarme de l'Afrique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et maintenant, on a cette mondialisation qui est là, les nouvelles technologies, sans le coltan, la cassitérite, le cobalt. Il n'y a pas de voiture électrique. Il n'y a pas de LED. La lumière LED, il n'y a pas. Les téléphones petits comme ça, il n'y aura pas. Ça, c'est le Congo. Nous, donc, nous vivons dans une terre où le traumatisme est de rigueur. Et moi, qu'est-ce que je fais dans cette histoire, dans ce traumatisme? J'ai l'habitude. Je danse le ndombolo. Le ndombolo, c'est quoi? C'est, vous figurez, c'est cette danse congolaise où on passe d'un pied à l'autre. C'est une allégorie de la condition sociale et politique du Congolais. C'est-à-dire, il y a le fleuve, il y a un gorille qui est debout sur le fleuve, mais il met son pied sur une planche pour pouvoir surnager. La planche s'enfonce et il saute sur l'autre planche, elle s'enfonce et il danse le ndombolo. Nous, les Congolais, on est obligés de pouvoir le danser. Oui. Donc, je mets ça dans ma littérature et j'explique. J'explique en fait comment est-ce que nous, parce que là je parle du monde, comment nous pouvons, et surtout que l'être humain se bat toujours pour surnager dans n'importe quelle condition, frère. Dans n'importe quelle condition, moi j'ai vu l'être humain, oh là, l'être humain est merveilleux. Et c'est ça qui mes personnages. Oui, d'accord. D'accord. En fait, on se rend compte que dans tous vos ouvrages, en fait, il y a comme la figuration de la culture populaire. En fait, tout à l'heure, vous venez en fait de parler du ndombolo. Il y a de la musique. Il y a vraiment, en fait, il y a l'espace populaire, vraiment, en fait, qui frissonne, en fait, dans vos romans. On le voit, en fait, dans Mathématiques congolaises, où vous décrivez, en fait, disons, les sous-quartiers, comment les gens se débrouillent. Les espaces où frissonne, en fait, où il y a comme un foisonnement, en fait, de petites histoires. Et en fait, c'est comme si, malgré cette histoire tragique,
disons, ces passés traumatiques, vous parvenez toujours, en fait, à faire rire, en fait, c'est-à-dire à employer l'humour, en fait, dans vos ouvrages, malgré la rage, vraiment, en fait, la rage qui est justifiée, vraiment, qui est justifiée, mais vous parvenez toujours, en fait, à construire des romans qui, à la fois, disons, relèvent vraiment, en fait, ces passés traumatiques, mais en même temps, il y a vraiment un mélange de l'humour. Mais quel type d'humour? Mais j'aimerais vraiment savoir comment vous parvenez vraiment à construire en fait un roman si ambigu avec ces mélanges, n'est-ce pas, du tragique, mais aussi de ce qui relève en fait de l'humour. Ben, l'humour est, on dit parfois c'est la politesse du désespoir, mais moi je vois même pas ça comme ça. Parce que voilà, j'écris ces romans congolais en tant que Congolais. Et je regarde l'histoire du monde en tant que Congolais. Je regarde, voilà, dans le Congo Insigne, une des dernières phrases, c'est Kinshasa, laboratoire du futur. Parce que je vois, il y a des choses qui se passent au Congo, on se dit, en Europe, chez nous, là où je vis, on rigole un peu, l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Et ce que l'Afrique ou l'Amérique du Sud a pu vivre, et ce qu'elle vit toujours, bah, on est en train de le voir ici, petit à petit. Ça va monter en puissance. Mais pourquoi est-ce que je vous dis que j'écris en tant que Congolais? C'est parce que je suis un rescapé. Tous les Congolais ont entendu des coups de feu. Tous, je vois pas sur le territoire du Congo, il y a personne qui a, chaque génération connaît ces histoires. Moi, j'ai fui le Congo en tout petit. On était trois enfants en 1960, donc j'avais six, mon frère quatre, ma petite sœur deux. On a fui le Congo, on a fui. Et cette histoire de fuite, c'est-à-dire remplir une voiture de bidon d'essence, pas de souvenirs, et aller tout droit vers la frontière la plus proche. J'ai vécu ça avec la mort ou avec la mort derrière vous. Et devant aussi d'ailleurs. Et devant aussi, mais il faut échapper à ça. Et j'avais juré qu'en tout cas, moi, dès que j'ai eu des enfants, je me suis juré que jamais mes enfants allaient connaître ça. Mes enfants connaissent la même chose au même âge. 6, 4, voilà. 6, 5 et 2. Voilà. Au même âge, ils ont connu exactement la même chose. Ils sont arrivés en Belgique ici, avec, à l'aéroport militaire. Ils sont pas arrivés à l'aéroport civil comme tout le monde. Voilà, on a connu le même destin. Mais parce que je suis un rescapé, c'est pour ça que je ris beaucoup. Parce que vous savez, la première fois qu'on a fui, on nous a d'abord réunis chez nous à la maison, on nous a braqué, on nous a pointé avec des fusils. Ma mère a fait un scandale. Elle a d'abord beaucoup pleuré, puis elle a fait un scandale. Et quand elle a fait le scandale, les gars sont partis. Les militaires. Ils sont partis, ils ont dit qu'elle était folle et elle a fait tellement de scandales qu'ils sont partis, ils ont oublié de nous tuer, pour vous dire. Mais après ça, quand vous racontez, c'est dramatique. Souvent, quand j'y pense, j'ai la chair de poule. Mais quand on était à la maison à table, quand vous parlez des aventures de maman en train de nous sauver de la mort, et vous allez rire, toute la table va rire. Comment le militaire était ridicule. Vous comprenez? On essaie de passer, nous, on essaie de passer notre temps à rendre les militaires ridicules. Parce qu'il va vous pointer, il va vous raconter une histoire, il va vous pointer, et il faut vous lui raconter une histoire encore plus grande. C'est pour ça que j'écris beaucoup. D'accord, merci beaucoup. J'ai ce truc que quand le militaire vous braque et qu'il veut vous prendre de l'argent ou bien c'est la guerre, il faut savoir quoi raconter. Et, et moi, nous passons à travers les gouttes voilà, de ce truc, de ces averses qui lui tombent dessus tout le temps. Et forcément, le monde devient un espèce de terrain de jeu, quelque part, un peu macabre, quelque part, mortifère, qui fait souffrir. Mais en dehors de la souffrance, il y a le rire aux éclats. Vous comprenez? Quand la souffrance est grande, à un moment donné, c'est le rire aux éclats. Ça, je vous assure. Pour moi, un verre d'eau, c'est merveilleux. Pour moi, le soleil, le ciel, tout est merveilleux pour moi. Le matériel ne vaut plus rien parce que j'ai quitté ma maison. Combien de fois j'ai dû quitter ma maison et tout laisser? Même les souvenirs. Vous comprenez? Donc moi, il n'y a rien de matériel qui m'intéresse. Je sais qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. Wow. Et je ris parce que la vie est belle. Vous savez? D'accord. Merci beaucoup, vraiment. C'est une explication vraiment qui est pertinente parce que c'est cette ambiguïté en fait, qu'on trouve dans vos ouvrages. Et en fait, la prochaine question que je vais en fait, vous poser, c'est par rapport à l'image de Patrice Lumumba. C'est une image en fait, qu'on retrouve en fait, dans Mathématiques congolaises, mais qui apparaît aussi dans Congo Inc. Donc,
que vous inspire en fait cette figure emblématique du Congo? Qu'est-ce que Patrice Lumumba représente pour votre génération et, disons, disons, l'éthique? Parce qu'en fait, ça représente comme une figure éthique dans vos ouvrages, n'est-ce pas? Mais parce que c'est l'homme qui était. Nous sommes tous prêts quelque part au Congo à mourir pour la nation. Il y a plein de traîtres, évidemment, qui sont bien placés, c'est pour ça que le Congo est mais nous sommes, quelque part, nous sommes tous prêts. On a toujours été prêts à sortir dans la rue pour les émeutes, à aller faire ces choses-là. Et Lumumba, il s'appelait pas Patrice. Il s'appelait pas Patrice. Je ne sais pas comment il s'appelait, mais il s'appelait pas Patrice. Mais il s'est fait appeler Patrice. Lumumba, c'est le peuple en marche, le peuple en mouvement, dans sa langue. Ce gars, il était comme Sankara. Sankara appelait sa femme ma veuve. Sankara appelait, quand il embrassait son épouse, quand il allait bosser, il dit au revoir ma veuve. Passe une bonne journée. C'est comme ça que Sankara parlait à son épouse. Lumumba, c'est le même homme. C'est l'homme qui est venu, il n'a pas duré longtemps. L'indépendance 60, 61, il était déjà parti. Vous comprenez? Mais ce qu'il a laissé, il a laissé juste un message que pour lui, ce message était tellement important que sa vie n'importait pas. Sa vie n'avait plus aucune importance par rapport au message qu'il allait nous laisser, et il nous l'a laissé. Et il nous l'a réellement laissé. Et Lumumba, pour moi, c'est-à-dire que 1960, indépendance de juin de 60, septembre 60, milieu de septembre, nous, on est déjà, la famille, on est déjà en Belgique, on a fui. On fuit la guerre, l'indépendance, on fuit. Donc, janvier, Lumumba meurt. Donc, je suis déjà en Europe ici. Donc, je regarde ça à travers les infos, à la télévision, comme tous les Européens ici. Et moi, donc, depuis cette époque-là, j'avais donc 6 ans, de 6 à 9, 10. Vous savez, les enfants ont toujours parfois un cauchemar qui revient comme ça souvent. Moi, c'était Lumumba dans les flammes. J'avais 6 ans, mais je parvenais à voir, mais mon cauchemar, c'était pas un dragon, un ogre qui va me manger. Non, c'était Lumumba dans les flammes à 6 ans. C'est-à-dire son message était audible pour tout le monde. Et c'est le seul. D'accord. Il y a d'autres, mais qui sont obscurs. Et ça aussi, moi, c'est que j'aime bien mes personnages, parce que c'est des héros. Il y a tous. C'est pour ça que je crée des petits Lumumba à gauche, à droite dans mes romans. C'est tous des gens du peuple. Oui. Mais Baestre, il va mourir là-bas. Oui. Mais voilà, et c'est tous des gens. Il n'y a pas de gens faibles dans mes romans. Il n'y a pas de second rôle. Vous comprenez? Il y a le personnage qu'on appelle principal. Ouais. Et puis au cinéma, on dirait personnage secondaire. Qui est secondaire dans sa propre vie? D'accord. Dans vos romans, il n'y a pas de personnages en fait secondaires. En fait, ce sont en fait ils occupent à peu près en fait le même niveau de représentation, n'est-ce pas? Voilà. D'accord. Oui, Lumumba aussi en fait c'est quelqu'un qui a tenu en fait un contre-discours, c'est-à-dire en fait à l'égard de discours coloniaux, c'est-à-dire en fait il a su représenter en fait idéologiquement son peuple et en fait, de se tenir en subversion en fait de ces discours qui représentaient en fait les Congolais et le peuple colonisé comme les animaux, en fait comme les sous-humains. Donc, je vois aussi en fait dans vos romans, surtout encore dans Congo Inc., une sorte de contre-discours, c'est-à-dire en fait vous résigez en fait votre roman en une sorte de contre-discours contre l'image qu'a fait en fait Joseph Conrad par exemple en fait et c'est nom même figure d'ailleurs en fait dans les premières pages de Congo Inc. Claire. Où vous faites recours en fait à Joseph Conrad comme pour dire en fait c'est une contre-représentation parce que Conrad il y a les auteurs africains qui l'ont considéré comme raciste en fait dans sa manière en fait de représenter les Congolais au cœur des ténèbres. Donc, est-ce que vous étiez conscient de cette opération, c'est-à-dire contre-discursif, c'est-à-dire en fait de pouvoir donner une autre image, de pouvoir donner de l'humanité aux Congolais? Elle est facile. Contrairement à Conrad. En fait, donc,
C'est Dans ce facile. cas, j'aimerais que vous lisiez en fait pour nous la page 38 de Congo Attendez, je Inc. prends mon... Attendez, D'accord, excusez-moi. s'il vous plaît. Le scandale hydraulique était partout autour d'Issokanga. Il pouvait continuer à mettre en place des prévisions. Le fleuve, lui, avait rendez-vous avec l'océan. Et ce que pensait le pygmée mondialiste ne le concernait en rien. À la création du monde, il s'écoulait déjà. Tout naturellement, il a vu passer un ou deux Ramsès, la Candace Amani Shaketo, le Mani Congo, Alphonse Ier, Shaka Zulu, Léopold II, Hitler, Nkumu Butuli Nkoli, Ben Bella, Lumumba, Nasser, Che Guevara, JFK, Mao, Mobutu, ainsi que le valeureux Mzé Laurent Désiré Kabila, qui savait, lui, qu'il n'était que de passage. Au loin, sombre se découpait sous la lumière du crépuscule, orange et rouge foncé, une île flottante dépassa l'alignement des barges et comme un fantôme disparut le long d'une courbe, la même qu'avait suivi jadis le vapeur du capitaine Théodore Kozenkowski, qui, en plongeant au cœur des ténèbres, est devenu Joseph Conrad. Donc, est-ce que votre ouvrage était comme une sorte de réponse, en fait, à Joseph Conrad dans les différentes représentations, en fait, du Congo et les Congolais? Oui, mais nous, les auteurs francophones, nous sommes là pour bousculer les certitudes. On est là pour raconter une autre histoire. Et quelque part, l'histoire de Issokanga, ça pourrait être mon histoire. Cette forêt, moi, je suis né dans cette forêt. Sur mes papiers, c'est écrit Mbandaka. Mbandaka, c'est une ville. C'est une ville sur le fleuve Congo, sur l'équateur, fleuve Congo. Mais c'est écrit Mbandaka parce que ma mère voulait pas me mettre au monde au village. Elle voulait que je naisse dans un hôpital moderne. Elle m'a emmené à Mbandaka, elle a été là-bas, elle a accouché, puis elle est revenue au village. Et je sors du village, je viens du même village que Issokanga. Quand j'ai commencé, le premier paragraphe, je décris la forêt. Au départ, j'étais un peu angoissé parce que je me dis, comment est-ce que je vais décrire la forêt? Et dès que je me suis concentré, bah, je me suis souvenu quand j'allais pêcher avec ma mère, quand on rentrait dans la forêt pour aller pêcher. Donc je suis Issokanga quelque part. Je viens de la forêt, j'étais dans ces forêts, dans ces maisons en hutte, en plein milieu de la forêt équatoriale. Aujourd'hui, je suis ici devant vous. Et pourtant, c'est la même personne. Wow. L'histoire d'Issokanga n'est pas exceptionnelle, c'est comme Oui. ça. D'accord. Et disons que dans votre ouvrage, on voit aussi en fait une sorte de... En fait, il y a cette belle expression en fait de l'auteur français Émile Zola, j'accuse en fait, parce qu'il y a aussi une accusation. Vous pointez aussi en fait du doigt à certaines forces, certaines puissances, soit régionales, africaines, mais aussi en fait des puissances étrangères en fait, comme responsables du drame congolais. Mais, Exactement. mais je dédie d'ailleurs ce roman, je le dédie Aux organismes aux femmes, aux fillettes du Congo, mais je le dédie aussi à l'ONU, au FMI, à l'OMC. Donc, ça dit, eux, ils sont là. Je les pointe du doigt. Je les accuse et je commence par aussi, il y a une phrase en exergue qui dit de Bismarck à la clôture de la conférence de Berlin, qui dit que le Congo est destiné à être l'exécutant de l'œuvre que nous comptons accomplir. C'est à partir de là que ce roman est né, quelque part. Moi, cette phrase, je l'ai toujours entendue et ça m'a toujours un peu, je dis, mais pourquoi est-ce que c'est Léopold II qui clôture, que c'est Bismarck qui clôture ce truc? D'accord, il était l'hôte, c'est lui qui a reçu la conférence. D'accord, c'était un espèce de G12 ou G14, je ne sais plus combien ils étaient. Et les grandes puissances qui étaient venues pour le Congo, le bassin du Congo et le bassin du Niger, mais surtout pour le bassin du Congo. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que Bismarck dit cette chose? Et pourquoi il parle du Congo en disant que le Congo est destiné à être... Pourquoi est-ce que ce n'est pas le patron du Congo, comme on l'appelle, Léopold II? Donc, c'est que ce n'était pas le patron du Congo. Pour moi, c'était un métayer. Bon, mais vous savez, vous avez des terres, bah, vous mettez un métayer dessus. Voilà, pour moi, Léopold II, c'était un métayer. Les Belges, c'était un métayer. Mobutu, c'était un métayer. Tous les gens qui gèrent le Congo, ce sont des métayers. Et moi, je voudrais bien voir, il a acheté une terre. OK, mais montrez-moi le document. Il n'y a pas. Donc, voilà. Et lui, il dit, mais alors, et puis je me suis posé la question de quelle œuvre il parle. Il parle de l'œuvre que nous comptons accomplir. L'œuvre qu'il compte accomplir, c'est tout ce que je vous ai dit sur le rôle du Congo dans l'histoire du monde. Dans l'histoire du... Voilà. Et c'est ça. Mais je dis, mais pourquoi c'est lui? Parce qu'il était le boss du monde à l'époque. Il était le boss de l'Europe.
Et, euh, et voilà, et c'est tout. Et ça, c'est... En même temps, en fait, il y a aussi en fait, les pions congolais, les pions au niveau régional, en fait. Donc, le Congo, selon vos romans, en fait, c'est comme une sorte de réseau, en fait. Un réseau, en fait, qui tissé, c'est-à-dire, en fait, qui met en complicité, en fait, les forces internes et les forces étrangères, ça, en fait. Et c'est aussi comme un espace dystopique pour le panafricanisme, parce qu'on voit qu'en fait, même les voisins du Congo, en fait, les pays africains, c'est-à-dire contribuent aussi au pillage du Congo. Mais il faut toujours voir qui est derrière. Oui. Vous savez, il faut toujours voir qui est derrière ces choses-là. Et c'est quand on regarde à première vue, ça a toujours l'air très, voilà, mais non, on ne sait jamais. Vous savez, qui est derrière le Rwanda? Le Rwanda n'est pas capable. Comment voulez-vous un pays qui a génocidé, qui a subi un génocide, puis 2 ans après, il commence un autre génocide chez les victimes du génocide, commencent à génocider 6 fois plus que chez eux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et avec quels moyens ils ont pu faire ça, avoir cette ambition après avoir un pays détruit en 2 ans? 94 génocides, 96 ils sont au Congo. Il y a autre chose là. Donc, et on croit toujours que c'est des histoires ethniques, des histoires. Non, il y a toujours des puissances derrière. Il suffit de voir de quel matériau on se dispute. Et voilà, il y a eu ces guerres du Katanga dans les années 60. Mais à l'époque, il y avait quoi? Il y avait 3 protagonistes. Et le code de Katanga, c'est quoi? C'est le cuivre. Et quand on regarde les protagonistes du cuivre, c'est les 3 grands producteurs. C'était quoi? Le Congo, le Chili, la Suède. Bah, le Chili, c'était quoi? C'était Anaconda Incorporated, qui est une société qui appartenait à Joe Kennedy, le boss, le papa du président des États-Unis, quand même. Dagamarshka, son avion est tombé là-bas et est tombé au Congo. C'était qui, Dagamarshka? C'était le frère du boss du cuivre en Suède, quand même. Comprenez? C'est des histoires qui ne regardent même pas les Congolais. C'est des histoires entre eux. Alors, on nous raconte plein de trucs, guerre ethnique, les Katangais, les Congolais, mais il suffit de voir les gens les gens qui sont derrière ces histoires-là. Il suffit de chercher les 3 grands producteurs et c'était bon. D'accord. Et jusqu'aujourd'hui, soi-disant, des enquêtes, oui, on ne sait pas comment Dagamarshkel est mort. L'ambassadeur de France est mort en 93. Il a reçu 2 balles perdues dans la tête. On ne sait pas, il n'y a pas d'enquête. Il y a eu l'ambassadeur d'Italie qui est mort il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps. Vous avez entendu une enquête? Quelle enquête? Il n'y a rien. Maintenant, on va mettre ça sur des sous-fifres. Et c'est tout. Et c'est tout. Ça, et en fait, à part les participants à la conférence de Berlin, en fait, de 1884-85, il y a encore un autre participant qui est récent, en fait, qui est assez récent, en fait, qui est la Chine dans Congo Inc. Parce qu'en fait, on se rend compte que l'OCDE qui contient en fait les détails en fait de la richesse en fait du sous-sol congolais est détenu par un personnage d'origine chinoise. Et aussi, en fait, il y a un aspect intéressant parce que fait, vous prenez la peine en fait, de traduire les sous-titres en fait, ou bien les titres de différents chapitres sont en chinois. Mais pourquoi je voulais faire peur à tout l'Occident, en fait. Okay. Ils sont toujours en train de nous raconter, oui, les Chinois vont vous coloniser, les Chinois vont vous coloniser. Alors, pour leur faire peur, j'ai mis le titre en français et en chinois, comme ça faisait un peu trembler tout le monde. Mais, et puis bon, moi, quand on parle de la Chine, quand un occidental me parle de la Chine, je dis, qu'est-ce que le Chinois va bien me faire qu'un Français, un Belge ou un Américain m'a pas encore fait? Ça n'a pas encore fait. Voilà. Le reste, c'est des lois. Voilà. Le reste, c'est des lois et voilà, c'est tout. Oui, il y a aussi un aspect, en fait, disons, après tous ces drames, après toutes ces violences et tous ces viols, vous concevez, en fait, vos personnages féminins en une sorte de... En fait, il y a une dimension héroïque, en fait, vraiment, en fait, dans vos personnages féminins, parce que on voit Chacha la Jactance, une jeune fille, oui, qui est violée, en fait, par un baron, en fait, qui est membre de la force onusienne. Oui, c'est-à-dire Valdemar, oui. Et il y a aussi, en fait, l'ancien... Adéito Kalissa est la femme du criminel de guerre. L'ancien, oui, disons, seigneur de guerre, mais en fait, il est toujours, en fait, dans le roman, parce qu'il n'a jamais, en fait, laissé son passé. Donc il y a Kiro Bismungu, en fait, qui prend Adéito comme femme, mais comme c'est une esclave sexuelle. En fait.
elle a été violée, en fait. Donc, Voilà, c'est elle vit l'esclave en terre. sexuel qui pour ça pour la forêt. Exactement. Mais à la fin du roman, il y a comme une sorte de justice. Je ne sais pas si c'est la justice poétique, mais il y a au moins, en fait, une sorte de vengeance, en fait, occasionnée par ces personnages féminins envers les violeurs, en fait, et ces Parce que personnages, en fait. vous savez, la femme congolaise, c'est la femme la plus libre de la terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une femme, toutes ces histoires à travers lesquelles nous avons dû passer, c'était en première ligne. Je vous parle de ma mère, là, qui nous sauve la vie avec des paroles dures, là, vis-à-vis des militaires. Elle me disait toujours, tu sais, Jean, avant l'indépendance, hein, elle m'a toujours dit, depuis que je suis petit, elle me dit toujours, Jean, nous les Bofans, nous étions indépendants avant l'indépendance. Ma mère me disait ça toujours. J'ai des femmes moi j'ai 3 filles. 2 garçons, 3 filles. Je suis entouré de femmes. Et je vois aucune qui accepte d'être une victime. Les femmes que je côtoie, la femme congolaise, à travers, vous savez, la coercition n'entraîne pas on baisse pas la tête. À force de subir la coercition, à un moment donné, la tête se lève et dit, bon, ok, je lève ma tête, tu la coupes si tu veux. Oui, d'accord. Au Congo, on ne meurt qu'une fois. Donc, et les femmes que moi j'ai connues dans ma vie, les femmes qui m'entourent, la femme congolaise, les femmes que Dr Mukwege s'occupe là-bas dans le Kivu, Oui, oui, ce sont oui. même celles-là, elles ne baissent pas les bras. Et c'est réel, elles sont réelles ces femmes. Cet esprit-là, je l'ai capté autour de mes filles, mon épouse, ma mère, les copines de ma mère, mes tantines. Elles sont toutes. Que voulez-vous faire d'autre quand tout est tellement difficile? D'accord. C'est vraiment important parce qu'en fait, parfois, en fait, quand on dresse le profil en fait de résistant, en fait, de personnage résilient, parfois la femme ne figure pas, mais c'est vraiment en fait, elle a une place de choix vraiment en fait dans vos romans en ce qui concerne en Oui. fait la résistance vis-à-vis en fait les forces oppressives. Donc il y a aussi un aspect, en fait, dans vos romans, on a l'impression qu'il y a 2 Congos, en fait. Il y a la partie orientale du Congo qui est, disons, en proie, qui est en but aux toutes sortes de violences. Mais à Kinshasa, il y a comme, en fait, nous sommes comme dans 2 pays différents. C'est-à-dire, en fait, les Kinois sont, dans certaines mesures, en fait, ils sont un peu indifférents à ce qui se passe à l'est du Congo. Qu'est-ce qui On se passe vraiment, en fait? Est-ce que c'est vraiment, c'est loin. D'abord, c'est très loin, c'est 2000 km ou un truc comme ça. C'est très loin. Mais on peut pas. Le Congo, si le Congolais, les Quinois, on a un pays de 2,5 millions de kilomètres carrés, hein. Donc, mais si les Congolais avaient abandonné le Kivu serait parti depuis longtemps. Quand on me parle de cette guerre, il y a des Congolais qui comparent le président rwandais à Hitler. Moi, je dis si c'était Hitler, il aurait repris le Congo en 3 mois. Faut pas oublier, hein, c'est une guerre qui a fait 6 millions de personnes, mais ça fait quand même 20 ans que ça dure, on ne parvient pas à plier les Congolais. oui. On parvient 20 ans, vous croyez ça normal? Ils essayent, ça ne marche pas. Ils ont tout essayé. Ils Oui. mettent des mecs, ils mettent des fantoches, ils mettent des trucs au gouvernement, ça sert à tout, il n'y a rien. La guerre, ils ont fait, les massacres confidentiels comme à Beni et tout, ils ont tout fait. Ils ont violé nos femmes, 500 000 femmes violées, mutilées. Vous comprenez? Oui. Mais ils ne sont pas parvenus à plier le Congo jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est dû au peuple. On n'oublie pas, c'est pas 2 pays, c'est parce que c'est loin. Sinon, on aurait déjà acheté des Kalachnikov, on aurait été tous là-bas. Super. Mais là-bas, c'est là qu'il y a le coltan et les cassitérites. C'est pas pour rien que l'Est est chaud. Et quand vous montez un peu vers l'Ituri, c'est l'or. Or, diamant, cassitérite et coltan. Et si vous cherchez où sont les matières premières, chez nous au Congo, on ne dit plus chercher la femme pour savoir le mobile du meurtre. Chez nous, c'est chercher le minéral. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est tout. C'est pas plus compliqué. Et ça se passe à la frontière avec le Rwanda. Parce qu'on croit qu'on viole des femmes dans tout le Congo. Mais non, c'est là que ça se passe, c'est pas ailleurs. C'est pour ça que ça a l'air d'être 2 pays. Mais c'est là que ça se passe parce que le Rwanda est là, le Burundi est là, l'Ouganda est là. D'accord. Là, il n'y aurait pas ça.
D'accord. En fait, on a aussi l'impression, en fait, vous faites un choix qui est d'une perspective esthétique enrichit tellement votre roman. En fait, et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup attiré. En fait, c'est il y a un roman, en fait, il y a un texte, mais il y a aussi l'hypertexte. C'est-à-dire parce qu'en fait, de temps en temps, en fait, le personnage principal, Izo Kanga, c'est-à-dire il oublie le monde réel et, disons, se perd dans son jeu vidéo. N'est-ce pas? Ça, en fait, c'est Raging Trade. Et dans ces jeux vidéo, en fait, il y a comme en fait les différentes forces, les différentes puissances qui emploient les méthodes de la réelle politique, c'est-à-dire en fait des méthodes totalement illégales pour pouvoir en fait trouver du place sur le soleil, c'est-à-dire en fait une place sur le soleil. Vous voyez donc, Mais oui, est-ce que est-ce qu'en en utilisant vraiment cette technique, c'est-à-dire en fait du texte et de l'hypertexte, c'est vraiment pour montrer que le Congo est un espace, disons, où tout est comme dans un espace virtuel où tout est possible. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de sentiments humains, tout est soumis au calcul, en fait, mathématique, comme nous vous sommes avez en fait dans appelé tout le temps. La mathématique, les calculs. ce qui fait le charme de la mondialisation, c'est la dérégularisation quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles financières, il n'y a plus de règles ceci, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Donc voilà, donc, et le jeu vidéo, c'est ça. Et parce que quand on explique ça en réalité, euh, ça a l'air complètement bizarre. Alors je me suis dit non, le jeu vidéo, c'est voilà, c'est le média d'aujourd'hui. Je vais expliquer. Parce que dans le jeu, dans un jeu vidéo, on peut être cruel comme on veut. Oui. Parfois, mes enfants, quand c'était tout petit, ils avaient des théories un peu bizarres avec leurs jeux vidéo. Papa, genre, je fais ça, ça, ça et ça. Mais quand tu vois ce que l'enfant fait, tu te dis, mais c'est méchant ce que tu fais là. T'es un salopard. Mais voilà, il y a ce truc-là. Et, euh, et donc, moi, je suis passé par là. Mais ça dit, je suis obligé parfois de partir vers un espèce de délire. Mhm. Parce que pour raconter cette histoire congolaise, on est obligé de partir vers autre chose. Ou comme on peut raconter l'histoire de l'Amérique du Sud. Comment voulez-vous? Il n'y a que la poésie qui peut la décrire, je veux dire. Les rapports de l'ONU décrivent les choses. Les rapports de l'ONU décrivent les choses, mais nous parvenons à décrire, s'il n'y avait pas le vieux Gabriel Marquez, vous comprenez? Moi, je ne vois pas comment. Je regarde des. Vous savez, j'ai commencé à écrire très tard. 50 ans, je commence à écrire mathématiques, je le termine à 54. C'est pas normal. Mais pourquoi? Parce que j'aurais pu être journaliste, ça marche pas. Oui. Tous ces messages n'arrivent pas là où ça doit arriver, mon Dieu. Il y a des rapports de l'ONU, comme ça, il se passe rien. Alors moi, j'ai pris le parti de la poésie, quoi. Parce que la Oui. poésie, l'esthétique, c'est l'émotion. Ça touche à en fait, au corps, en fait, déjà. C'est Au corps. l'émotion. Et sans ça, comment voulez-vous sensibiliser quelqu'un à la vie de cherche à la jactance? Nous Mhm. voyons des cherches à la jactance tous les jours quand nous ouvrons nos écrans. On sait qu'il y a des enfants des rues, donc on peut savoir qu'il y a des gamines de 12, 13 ans qui vont se prostituer. Hein? Mais on ne veut pas voir. J'ai des amis auteurs qui sont écrivains et tout, qui m'expliquent, mais Jean, tes pages là, si j'aurais pas lu. Ok. Des femmes qui écrivent, parce que c'est terrible, mais je devais imposer son monde. Vous me parlez de cette scène avec l'officier c'est une espèce de scène de viol, de sexe, soi-disant. Ok. La petite prostituée, l'enfant putain, comme je l'appelle. C'est scandaleux de donner un nom comme ça à un enfant. L'enfant putain, les putains. Mais il m'a fallu des mois pour écrire cette scène. Comment voulez-vous intégrer des choses pareilles? Yeah. Des mois où j'ai souffert pour pouvoir m'asseoir, prendre mon stylo et écrire l'histoire de Chacha la Jactance. Mhm. Ou bien alors garder Adéito Kalisai, la garder, elle subit son calvaire jusqu'au bout. Oui. Mais vous remarquerez qu'à la fin, il la touche, il la viole et il meurt.
pendant tout le récit, vous verrez que ça commence, la femme, elle se met à genoux, elle commence à prier, 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 et lui, ça l'empêche d'avoir une érection. Quand il entend parler des péchés, de Jésus-Christ et de machin, du coup, il n'y a plus d'érection. Pourquoi j'ai fait cette scène? Parce que je ne voulais pas que ce type touche cette femme pendant tout le roman. Ok. C'est vrai. Moi-même, il ne va pas la toucher. Moi, je ne peux pas écrire un truc pendant 300 pages et que de temps en temps, le gars, je dis Oui. non, 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 il n'y touchera pas. Donc, j'ai inventé ce stratagème au début D'accord. du roman pour qu'il n'y touche pas. Et quand il va la toucher, il va mourir. D'accord. Là, vraiment, c'est quand même une technique assez intéressante parce que là, en fait, vous employez l'écriture pour pouvoir donner de la dignité aussi, en fait, au personnage, ça, en fait. Oui, c'est assez important. Et, oh, en fait, dans les récits, en fait, dans les rapports de l'ONU, en fait, tout est, en fait, comme si on avait affaire en fait, aux choses et pas aux êtres humains. Vous voyez, donc la littérature, en fait, donne un peu corps, en fait, donne de la chair aussi, en fait, au personnage. Et là, l'aspect sentimental aussi est mieux ressorti. Donc, vous avez en fait évoqué un personnage, en fait, un écrivain assez important, en fait, et nous sommes dans cette discussion, en fait, dans le cadre de relations disons, continentales entre l'Afrique et l'Amérique latine, en fait. Donc, le fait d'avoir évoqué Garcia Marquez, le Colombien, aussi, en fait, m'amène à vous poser la question, est-ce qu'il aurait été d'une certaine influence, en fait, dans votre, disons, développement en tant qu'écrivain? Est-ce que Garcia Marquez, en fait, et ses ouvrages auraient eu quelques impacts, en fait, sur votre écriture? Non. Ça, c'est des gens qui nous ont bouleversés tout petits, je veux dire. Ça, c'est des gens qui sont dans le monde, qui vivent avec les, qui sont sur la terre. Et c'est, voilà, c'est des gens puissants. C'est des gens qui, comme je dis, s'ils peuvent faire parler les pierres. Et lui, quelque part, cette terre d'Amérique du Sud, ces régimes politiques d'Amérique du Sud, c'est le mien. C'est ma terre. Avant, quand la terre était comme ça, bah, vous prenez, le Brésil et vous le mettez, vous le collez dans le golfe, le golfe de Guinée, là, du côté du Congo. On a les mêmes minéraux. Un ingénieur pétrolier, bah, on va chercher un ingénieur pétrolier au Brésil, il connaît mieux le pétrole congolais qu'un gars qui travaille sur le pétrole libyen. Vous comprenez? Donc voilà, c'est des lieux qui me parlent, qui m'ont toujours parlé. Quand je vous parlais de cette période de guerre froide, nous avons vécu la même chose. Nous avons vécu la même chose. Et, et que voulez-vous? Et aussi ce chaos organisé, il est organisé. Il y a des choses. Ouais, on en est en Colombie là. Il y a D'accord. cette guérilla qui a commencé il y a. Et ça n'en finit pas. Et il y a ce truc qu'on maintient. Mhm. Qu'on maintient dans nos terres, sur nos terres. On maintient il y a toujours une espèce de perfusion sur nos pays qui distille le poison. Dans tous nos pays. Et donc, il y a que comme je vous ai parlé du traumatisme, il y a que des gens comme ça, comme le vieux Gabo, qui peuvent. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Et disons, en fait, en plus de Gabo, en fait, j'ai aussi, en fait, pensé à faire la connexion, en fait, entre votre roman, en fait, et le roman d'un autre Sud-Américain. Cette fois-ci, il est péruvien, en fait, Mario Vargas Llosa, qui a écrit un roman, d'ailleurs, en fait, le titre en anglais, mais en espagnol, c'est El sueño del Celta. Donc, c'est un roman que j'ai lu et que j'ai analysé en fait dans la même perspective en fait que le vôtre, parce qu'il y a comme une sorte de parallèle. Il raconte l'histoire de Roger Casement qui avait suivi en fait Henry Morton Stanley au Congo et après, en fait, il a rédigé un rapport en fait pour donner comme une sorte de sa perspective sur ce qui s'est passé au Congo, n'est-ce pas, toute la violence liée à la production du caoutchouc et donc, en fait, il met en relief, en fait, nos deux continents parce qu'après son voyage au Congo, il a envoyé par son gouvernement britannique pour aller faire un rapport sur l'exploitation violente du caoutchouc à Putumayo, qui était un territoire, en fait, en conflit parce que c'était, en fait, il y avait un conflit entre la Colombie et le Pérou, mais ce territoire appartient aujourd'hui à la Colombie. Vous voyez? Okay. Donc voilà en fait les romans qui mettent vraiment en relief en fait nos deux continents parce que il y a comme une sorte de parenté en termes de l'histoire coloniale en fait, Mais écoutez la musique colombienne. comme vous venez de le dire. Écoutez la musique colombienne.
Écoutez la musique colombienne, écoutez la musique congolaise. Et là, vous allez tout comprendre. Oui, C'est la même d'accord. musique. C'est le même tempo. C'est pas tout à fait le tempo du Brésil, mais écoutez les deux musiques là, Oui. même chose. Donc voilà. Je suis arrivé une fois à San Basilio de Palenque. En fait, c'est un village, le premier village libéré en Colombie, en fait, en Amérique en général, en fait, dont ils organisent en fait chaque année un festival de musique. Et chaque année, ils invitent en fait un musicien congolais. Et Lucas Ayambongo est une star là-bas. En fait, il est bien connu et donc ils ont une affinité assez solide avec la musique congolaise. Donc là, c'est assez intéressant. C'est vraiment Hmm. intéressant. Donc, en fait, donc parlons un peu encore de votre roman. En fait, est-ce que écrire pour vous, donc, ce n'est pas juste une sorte de tentative de tourner le couteau une fois dans la plaie, mais il y a comme si vous vouliez comme donner de l'espoir au peuple congolais à travers vos écritures, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en fait, comment l'écriture, en fait, comme le dit Julien Kilanga, en fait, comme titre de son roman, est-ce que l'écriture pour vous est aussi une sorte de jardin secret? C'est-à-dire là où vos espérances, en fait, vos espoirs les plus intimes sont cachés, en fait, où vous cherchez vraiment, en fait, C'est à donner. c'est aussi, vous savez, les pays qui souffrent, les gens ne les respectent pas, ces peuples-là. Je ne sais pas si vous entendez ce que je dis, mais les pays où ça souffre fort, moi je suis ici en Occident, en Europe, où c'est plus ou moins cool, et ils regardent ces espaces comme, ouais, mais il y a combien de morts là-bas du Covid au Brésil? Oh, c'est brésilien. Quoi, là-bas, il y a des narcos là-bas en Colombie. Ouais, mais c'est les Colombiens. Au Congo, ça fait combien de temps? 20 ans de guerre? Ouais, mais bon, tu connais les Congolais. Et c'est comme ça que ça se passe. On respecte pas les gens qui souffrent. Alors qu'on sait, c'est comme si c'était leur faute. Oui, C'est comme si c'était leur faute, quoi. Que non, ils se réveillent le matin, tiens, je fous de la merde dans mon pays, je vais mettre la mauvaise gouvernance. Et, et moi, je voulais un peu réhabiliter ces gens. Qu'est-ce qu'ils vivent? mhm, Je dis d'accord, aux gens, le Congo, qu'est-ce que vous connaissez du Congo? Vous connaissez le Lumumba, Mobutu, Kasavubu, c'est terminé, c'est tout. Mais les 50, c'est les 60 millions autres. Vous ne connaissez pas. Ah, je vous les montre. C'est tout. d'accord, Il n'y a pas de. On ne respecte pas. d'accord. Parce que nos pays sont gouvernés de façon chaotique et qu'on n'en sort pas tout à fait. On se bat, mais on ne nous respecte pas. Alors moi, c'est ça les romans. Donc, je parlais en fait Oui. de la particularité en fait de la colonialité belge, parce qu'en fait, on a eu différents régimes coloniaux en Afrique et chaque régime, en fait, sous les Britanniques, sous les Portugais et les Français, il y a comme une relation post-coloniale, en fait, précise et complexe. Donc, j'aimerais en fait que vous nous disiez un peu plus sur la colonialité ou la post-colonialité en fait belge en Afrique, étant donné que en fait la Belgique a eu une histoire assez particulière. En fait, ils ont eu, disons, le territoire congolais et de l'autre côté en fait le Rwanda et le Burundi. Et ce petit cas en fait là où ils sont passés, c'est le chaos qui est venu après. Bon, disons que la post-colonie, en fait, ce sont des espaces un peu chaotiques, en fait, d'une façon ou d'une autre. Mais, disons, comment est-ce qu'on explique vraiment ces drames, disons, survécus par les pays où sont passés, en fait, les Belges? Quelle est vraiment, en fait, la particularité, en fait, de la relation post-coloniale dans l'espace, disons, belgo-congolais, si je Ouais, pourrais. ça dit chacun avait un peu sa façon de faire. Oui, Les Britanniques, ils s'appuyaient plutôt sur les chefs coutumiers. Les Français, ils voulaient assimiler tout le monde. Les Portugais, ils voulaient assimiler tout le monde en faisant des métis partout. Enfin, voilà, ils avaient un peu des méthodes un peu comme ça. Mais la Belgique, il faut savoir que la Belgique, quand ils ont quitté la Belgique, ils ont quitté le Congo, il y avait 26 universitaires. Une dizaine étaient sortis de l'université. Hein, et il y avait 600 et quelques qui étaient sortis de l'école technique. Donc, vous voyez, c'est ça que les Belges ont laissé. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui font les malins. Oui, nous avons colonisé, vous avez rien fait du tout. Vous avez construit des chemins de fer pour acheminer les minéraux et des hôpitaux pour soigner les travailleurs. Et puis, ça s'arrête là. Et l'école pour former les gens jusqu'au troisième secondaire. Puis, à le reste, si tu veux faire des études, il faut aller au séminaire. Et c'était comme ça. Donc, il n'y avait rien. Ils n'ont rien laissé. Et
Rien. Ils ont laissé que, ils ont, et puis ce qu'il y a, c'est la colonisation, le propre de la colonisation, c'est quand même, vous venez quelque part et vous détruisez d'abord tout ce qu'il y a. Au niveau tradition, au niveau façon de penser, philosophie, vous détruisez tout d'abord. Donc, ça dit, vous détruisez tout, vous forcez les gens à essayer de vivre comme vous vivez, enfin, comme des sous-hommes. Et puis, euh, et puis après, l'indépendance, vous faites quoi avec ça? Donc, je crois que c'est un peu les Belges, il n'y a rien. Ils nous ont rien laissé au niveau culturel. Les Français, ils n'arrêtent pas de dire c'est la France, la France. Du coup, faut voir, il y a plein d'écrivains au Sénégal, au Cameroun, chez nous, là, ça commence seulement. Il y a une nouvelle génération qui est en train de. Enfin, il y a eu jusqu'à dans les années 70, puis il y a eu une éclipse comme ça. Et puis maintenant, il y a une nouvelle génération. Mais D'accord. voilà, au niveau culturel, ils nous ont rien laissé. Et c'est peut-être aussi pour ça que notre langue n'est pas. Bon, parfois, il y a des écrivains sénégalais, vous pouvez les lire, vous avez l'impression d'être français pour avoir écrit ce livre. Oui. Mais pas les livres écrits par les Congolais. Les histoires sont d'abord toujours très bien. D'accord. En fait, je disais que il y a comme en fait l'impression que le Congo, c'est-à-dire en fait, la littérature congolaise, en fait, n'a pas, c'est-à-dire en fait, il y a eu il y a les écrivains, il y a les écrits en fait sur ce qui se passe au Congo, mais c'est comme si on ne parvient pas vraiment à avoir suffisamment de voix qui relatent ce qui se passe au Congo. C'est-à-dire en fait, C'est ça. c'est comme si en fait on doit dépendre en fait de ces rapports onusiens en fait dont on connaît en fait l'insuffisance. Et donc, qu'est-ce qui se passe au Congo en fait? Est-ce il n'y a pas suffisamment en fait de maisons d'édition en fait qui font ça, en fait briller la littérature Ah, congolaise au-delà du territoire non, congolais ou bien c'est, la littérature, l'édition est totalement vierge. Mais c'est un peu partout, hein, un peu partout, les maisons d'édition, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de relais avec les grandes maisons d'édition, par exemple. Mais bon, mais seulement l'histoire de l'Afrique, je crois que c'est dans l'histoire de l'Afrique et dans les romans, dans les romans des contemporains. Ça, c'est clair. C'est ça que vous allez trouver. C'est pas en anthropologie, on va raconter n'importe quoi. En histoire, la même chose. Voilà, l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Donc, euh, donc, voilà. d'accord. Et c'est aussi cette façon aussi de. Moi, c'est ce que j'essaie de, voilà, de préserver la mémoire aussi en étant. C'est parce que voilà, il y a tellement peu de documents sur le compte armand et primordial. J'aimerais que vous nous lisiez en fait une partie, en fait, juste un extrait de Mathématiques congolaises, votre premier, disons, roman en tant que tel. En fait, il y a le passage sur la page 25, la page 25, où vous érigez en fait la fin en une sorte de personnage. En fait, Ah donc, ouais. d'abord, j'aimerais que vous le lisiez et après, j'aimerais savoir en fait pourquoi est-ce que vous avez tant mis le focus sur la fin et qu'est-ce que cela joue comme, disons, rôle en fait dans ces romans. Donc, d'abord, les deux paragraphes en fait qui parlent de la fin, c'est-à-dire en fait à partir de la page 25 de Mhm. mathématiques congolaises. Mais tout cela n'était que littérature. Mais tout cela n'était que littérature. Entre-temps, la faim au milieu de la population gagnait du terrain, faisait des ravages considérables. Elle progressait en rampant, impitoyable comme un python à deux têtes. Elle se levait dans les ventres pareil à un reptile particulièrement hargneux, creusant le vide total autour de sa personne. Ses victimes avaient appris à subir sa loi. En début de journée, avant qu'elle ne se manifeste, on n'y pensait pas trop, absorbé par le labeur qui permettrait justement de manger et ainsi obtenir un sursis. On faisait semblant d'oublier, mais l'angoisse persistait à chaque moment. En début d'après-midi, avec le soleil de plomb qui accélère la déshydratation, cela devenait plus compliqué. L'animal, qui depuis longtemps avait pris la place des viscères, manifestait sa présence en affaiblissant le métabolisme, se nourrissant de chair et d'autres substances vitales. On était obligé de vivre sur ces maigres réserves. L'effort faisait trembler les membres, rendait les mains moites et froides. Le cœur avait tendance à s'emballer. Pour calmer la bête, on lui faisait alors une offrande d'eau froide pour qu'elle se sente glorifiée. Cela ne durait pas, car juste après, elle jouait sur le cerveau et d'autres organes de la volonté et du sens combatif. On pouvait alors avoir tendance à quémander et à mendier. Certains devenaient même implorants parce qu'elle laminait de son ventre rêche des choses aussi précieuses que l'orgueil et la fierté. Elle était omniprésente et omnipotente,
on ne conjuguait plus le verbe avoir faim. À la question de savoir comment on pouvait aller, la réponse était Nzala, la faim. Et c'était institutionnalisé. D'accord, on s'arrête là. Donc, la question, c'était de savoir, en fait, pourquoi est-ce que vous érigez, en fait, un phénomène, disons, au titre d'un personnage. En fait, la fin est personnifiée. D'où est venue cette idée? Mais parce il fallait la visualiser, et puis c'est venu tout seul, en fait. Dès que j'ai commencé à écrire, ça commence, entre-temps, la faim au milieu de la population gagnait du terrain, faisait des ravages considérables. Elle avançait en rampant comme un python à deux têtes. Ça a commencé tout de suite. Je, il fallait les gens qui connaissent pas la faim, ça savent pas ce que c'est. On voit, mais bon, ça fait quoi? On dit oui, ce gars-là est corrompu. Ouais, les Congolais, ils sont tous corrompus. Ouais, leurs femmes sont des putes. Mais évidemment, il y a la faim. Et je voulais expliquer ça. Évidemment que vous allez dans un bureau, même quand le gars ne vous demande rien, et quand vous voulez un document et qu'il vous arrange votre document vite fait, vous prenez un billet, vous lui donnez. Parce que vous savez que ce gars, il ne gagne pas de quoi manger. Nous, on appelle ça l'haricot des enfants. Il y a une journaliste qui avait dit que ce qu'on appelle parfois corruption en Europe, c'est ce qu'on appelle là-bas solidarité. Alors, après avoir lu Mathématiques congolaises, justement, elle a compris que ouais, c'est la solidarité. Et donc, cette fin, elle est omniprésente, elle est là. Et donc, et alors, tout de suite, donc, quand j'ai commencé, moi, j'ai vu un espèce de python à deux têtes. Une tête qui travaille sur la psychologie des gens et une tête qui travaille sur le physique. Et alors, j'ai étudié cet animal comme un scientifique. Quand l'animal est apparu, je vois une espèce de serpent géant en train de ramper, d'attraper qui avec sa queue, il détruit tout, il casse tout, il a deux têtes. Et je l'ai vu tout de suite, mais comme je suis un artiste, mais je suis scientifique aussi. Alors je me suis dit, j'ai quand même la poser, quel est son habitat à cet animal? Quelle est sa façon de procréer? Quels sont ses alliés? Il se nourrit de quoi? Etc., etc., comme quand on étudie un animal. Il se nourrit de quoi? De quoi est-il fait? Et il produit quoi? Quand il agit, ça fait quoi? Alors évidemment, la jeune fille a oublié son éducation, elle est devenue vénale. Le soldat a oublié le code militaire, il est devenu pillard. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment intéressant, en fait, c'est-à-dire... Ce monstre-là. Et c'est pour ça qu'on entretient le chaos, pour garder ce monstre vivant. Parce que quand vous mangez au jour le jour, le papa sort le matin ou la maman, ils rentrent le soir et ils amènent à manger. C'est comme ça qu'on vit. D'accord. C'est comme ça qu'on vit dans une ville comme Kinshasa. Donc, voilà, il fallait absolument... Parce que donc, elle conditionne tout. Ça conditionne les esprits. Quand vous avez faim, vous ne pouvez pas réfléchir. Et vous ne pouvez pas aller faire 3 jours de grève. Parce qu'il n'y a rien dans le frigo, donc 3 jours de grève, vous êtes mort. Et voilà, tout ça. Et voilà. Et pendant que vous pensez à manger, vous ne pensez pas à la politique. Et ça contribue aussi en fait au paradoxe congolais parce qu'en fait nous sommes dans un pays où, comme le décrivait en fait le vieux Sonny Labotansi, le fait Sonny Labotansi que c'est un pays, disons, où la nature a été en fait la plus généreuse en fait pour les Congolais, mais en même temps en fait on vit dans la rareté en fait, une rareté imposée, n'est-ce pas? Une rareté au sein de ce qui était supposé en fait, être l'abondance. Donc c'est vraiment en tout. Oui, donc, exactement. Donc voilà un peu ça. Ça souligne aussi en fait le paradoxe congolais. Ouais. Une dernière question avant qu'on se quitte serait sur l'environnement, parce qu'en fait on parle assez en fait du coût de la guerre pour les en vies humaines, ce qui est d'ailleurs important, mais parfois en fait on néglige un peu en fait disons le poids que cette série de guerres là, cette série de guerres congolaises ont eu en fait sur l'environnement, c'est-à-dire en fait sur la nature. Et on voit dans le cas de Kiro Bismungo, qui est un ancien, entre guillemets, seigneur de guerre, en fait, qui arrive à Kinshasa, en fait, dans le cadre d'un gouvernement, en fait, de l'Union nationale, en fait. C'est-à-dire, il devient directeur du parc de Salonga, mais, en fait, il s'en fout, en fait, de la protection de la faune. C'est-à-dire, en fait, lui, il s'occupe en fait de ce qui se trouve au sous-sol congolais, c'est-à-dire en fait dans l'exploitation débridée en fait de la nature, c'est ça qui l'intéresse. Donc, c'est-à-dire combien était le coût, c'est-à-dire de ces guerres congolaises sur la nature, en fait, sur la faune, sur l'environnement.
Dès la première catastrophe du Kivu, c'était la flore et la faune qui ont morflé. Quand les Hutus sont arrivés là-bas, il fallait manger, donc les animaux ont souffert, tous les animaux parce que c'est des parcs naturels, ces endroits-là. Et là, il faut du bois pour faire le chauffage, pour manger, bah, donc les arbres ont subi. Et bon, et cette guerre du Congo, c'est une guerre qui fait partie, là, c'est le corollaire de la mondialisation. Donc ça dit que cette guerre, c'est pourquoi? C'est pour le pétrole et des choses pareilles. Donc là, pour l'instant, on va essayer, il y aura des mines partout, on va forer du pétrole partout. Donc là, pour l'instant, ils veulent forer dans les Virunga, là où il y a les gorilles, là. Vous imaginez, un endroit pareil, unique au monde, mais on veut forer du pétrole. Il n'y a pas d'autre endroit au Congo que là pour forer du pétrole. Donc il y a plein de pétrole partout. Dans le parc de la Salonga, il y a du pétrole aussi, beaucoup. Et donc, ça, c'est encore un autre danger, parce qu'en fait, je parle de la mondialisation et de la préservation des écosystèmes dans ce roman. Et sans le Congo, parce que là aussi, quand je parle du Congo en tant que acteur de premier plan dans l'histoire du monde, les deux seuls poumons de la Terre, c'est le bassin du Congo et le bassin de l'Amazone. Donc sans ces deux espaces, bah, il n'y a plus rien. Et chez nous, en plus, si vous enlevez la forêt, il y a du gaz sous la terre. Donc voilà, c'est terrible. Oui, Voilà, c'est un pays à préserver et on saigne les gens et on saigne la nature, alors que c'est l'avenir du monde est là. Le d'accord. Brésil déjà est en train de partir à une vitesse extraordinaire, les forêts du Oui. Brésil. Ben, quand ça va être, ça commence déjà chez nous aussi. Donc, c'est n'importe quoi. Là, après ça, il n'y a plus. Les poumons, il y en a deux, comme chez les êtres humains, bah, il n'y en a plus. Le Brésilien, déjà, il fonctionne déjà un peu moins bien. Ouais, D'accord. enfin, Oui. Mais c'est pourquoi, en fait, donc là encore, on voit un autre lien, en fait, entre nos deux continents. Donc c'était vraiment ça, en fait, l'essentiel, en fait, de cette discussion, c'est-à-dire, en fait, de voir comment on pourrait, en fait, disons, contribuer à l'entendement, en fait, comme une sorte de oui, dialogue, en fait, de absolument. communication entre nos deux espaces qui se ressemblent, mais qui ne se parlent presque jamais. Ils ne se parlent jamais. Mais ce qu'il Avec une faut, partie des peuples qui sont les mêmes, avec voilà, une partie des peuples qui sont les mêmes, avec les écosystèmes qui sont les mêmes, et avec des expériences politiques et sociales qui, qui sont qui se ressemblent. comparables. Et Donc, il y a des pratiques, il y a des bonnes pratiques. Moi, j'ai lu des choses qui sont ailleurs. Moi, j'aimerais bien explorer l'Amérique du Sud parce que là-bas, il y a des choses, ne plus qu'au niveau gastronomie, quoi. Ça dit que exactement. le plantain, moi, ici, je le fais comme ça, mais là-bas, au Brésil, on le fait différemment. Ne fût-ce que ça. Vous voyez ne fût-ce que la nourriture, je sais qu'on ne fait Exactement. pas différent, on les fait pas les mêmes, mais j'aimerais bien goûter ce qui se passe là-bas. Voilà. Non, en fait, en espérant que, en fait, que la crise va nous donner un peu l'opportunité en fait, de pouvoir faire ce type de discussion en direct, c'est-à-dire en fait, en présence effective. Donc, c'est ça vraiment notre espoir, mais en fait, notre espérance maintenant, parce on a été contraint de faire ça en virtuel parce que C'est oui, en fait, nous sommes en pleine crise, mais espérons que dans un avenir presque peut-être proche, on pourra vraiment en fait, se rencontrer quelque part à Bogota ou bien au nord du pays, en fait, à Cartagena, ou bien dans le Pacifique colombien, qui est l'Afrique même. ouais. Donc, merci énormément, en fait. Ah, j'aimerais bien voir ce Ça a pays. été une Eh, discussion très enrichissante, oui. Donc, c'est uh-huh. question de temps, en fait. On va y arriver. On va y arriver. Muchísimas gracias a todo el mundo por participar a esta discusión y ha sido un viaje contradiscursivo en el Congo a través de la literatura y vamos a seguir con este diálogo entre las literaturas africanas y también la literatura latinoamericana. Es en el marco de este programa, digamos, organizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango, para posibilitar este diálogo intercontinental y cerramos esta sesión aquí, pero vamos a seguir con otros autores y otras autoras africanos y africanas. Gracias a todo el mundo.